Marc Samoski, travaille dans le parti politique de Capcom. Pour cette fin de matinée, on va parler d'un sujet passionnant, je suis sûr que vous passionne. C'est la mesure d'audience des sites web. Alors souvent, quand on parle de chiffres économiquement, c'est chiant, hein, les chiffres. Comme le data hier, c'est le sujet pas facile à appréhender. Et on va faire un petit sondage là en live. Aujourd'hui, qui regarde ces stats, les stats de son site internet régulièrement? C'est vrai que vous êtes là, donc j'imagine que ça vous intéresse. Donc ceux qui ne regardent pas sont pas là. Parmi vous, qui utilise Google Analytics? Ouais. Une majorité. Et qui utilise un autre outil? Okay. C'est ça. C'est ça intéressant qu'on vous passera un micro peut-être tout à l'heure pour vous expliquer sur quel outil vous utilisez si vous en êtes satisfait. Alors, pourquoi on a mis ce sujet de la mesure de des sites web au programme de ces rencontres? Pour moi, il y a trois raisons. C'est que pour une partie d'entre vous, vous allez sans doute avoir un projet de refonte de site web avec des nouvelles nomenclatures, ou souvent pas de nouvelles exécutifs, je veux dire avec certains, d'avoir un site, de refaire le site pour une raison parfois d'image, mais aussi parce qu'il y a besoin de le refaire. Et connaître l'audience de son site web, c'est super important pour vous accompagner dans la démarche de refonte de votre site. Parce que vous marquez le clientèle, donc je vais faire un peu plus responsable, etc. Si vous ne connaissez pas l'audience de votre site actuel, vous allez aussi passer à côté d'éléments importants. C'est la première chose. Deuxième point, regardez ces stats, on peut imaginer, c'est une réalité, que ça prend du temps, ça vous fait perdre du temps parce que vous avez plein d'autres choses à faire. Mais prendre du temps pour regarder ces stats, c'est aussi en gagner après. Et ça, on va voir avec Yannick Sophie qui va intervenir dans une minute sur pourquoi c'est important de passer du temps sur ces stats, parce que ça vous en fera gagner plus tard. Et troisième point, en tout cas, qui pour moi est important, pourquoi regarder ces stats, c'est communiquer aussi sur les stats de ces sites web, et pas que ces sites web, ça va aussi pour les réseaux sociaux, c'est que ça vous permet à la fois de justifier et expliquer à votre hiérarchie, à votre élu, à votre DGS, à votre CARCAD, la réalité de ce qui se passe sur vos outils. Il y a encore, je ne sais pas si c'est caché, mais il y a encore des stéréotypes de les gens d'accueil qui veulent sur le web ou les réseaux sociaux, ils s'amusent. C'est en train de changer. On l'a vu avec la crise de la Covid, où certains élus ont plus conscience de la importance des réseaux sociaux. En tout cas, pouvoir communiquer sur des chiffres, on a la chance de pouvoir le faire facilement, contrairement aux magazines territoriaux. Là, c'est plus difficile de dire combien de personnes le lisent vraiment. Là, sur le site web, on sait. Donc, c'est important et de montrer à votre décideur chez vous qu'est-ce qui se passe sur votre site, qu'est-ce que les gens viennent voir, qu'est-ce qu'ils ne vont pas voir aussi pour éviter d'être en ligne des contenus qui n'intéressent personne. C'est un bon levier pour convaincre vos décideurs. J'arrête là, mais en tout cas, dans les points qui paraissent importants pour analyser ces stats. Et je vais passer la parole à Yannick, qui est directeur associé de la société Biou d'Internet, qui est une agence spécialisée dans le référencement. Donc, on parlait ce matin sur le live streaming, on est en plein dedans, avec Yannick qui est à Biou, en Auvergne, et qui va nous expliquer en fait, les points fondamentaux à surveiller, à regarder pour l'analyse des sites web. Et puis après, on a aussi un échange avec vous. Et je sais que là, on va être surtout sur Google Analytics. On va pouvoir ensuite, dans le deuxième partie, avoir une discussion sur les autres outils, les alternatives, avantages et inconvénients de chaque solution. Yannick, c'est à vous. C'est parfait. Merci beaucoup. Hop. Eh bien, écoutez, merci à toutes et tous. Bonjour de loin, effectivement. Alors, oui, l'entreprise est basée à Brioude, mais aussi à Lyon, où je me trouve et où je réside. Donc, effectivement, pour des questions de restriction de déplacement, je n'ai pas l'honneur d'être présent avec vous. Donc, effectivement, merci Marc pour l'intro. Moi, je suis Yannick Soquet, je dirige l'entreprise Brioude Internet, qui est une pionnier dans le domaine du web. C'est une boîte qui existe depuis 22 ans maintenant. Moi, ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille sur le web et forcément la promotion des sites web, parce qu'on a vite compris qu'avoir un site, c'était bien.
le rendre visible, c'était mieux. Donc, l'idée de ce petit moment avec vous, c'est de partager un petit peu les bonnes pratiques sur la maîtrise de l'audience, en effet. Quels sont les indicateurs à regarder, à quoi ça va vous servir et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir agir dans votre cas en particulier. Donc oui, effectivement, pour rebondir tout de suite sur ce qu'a dit Marc sur la notion d'analytics, forcément, nous qui travaillons le référencement, on travaille à 99% avec Google Analytics. Et effectivement, en discussion avec Marc, on a trouvé intéressant d'évoquer la notion du panorama des différents outils. Donc, on va terminer, terminer l'intervention par ce point. C'est bon, on voit bien l'écran. Marc, tu peux juste me confirmer? C'est parfait. Parfait, merci beaucoup. Donc, au niveau du sommaire, on va évoquer à quoi ça sert, quels sont les bons indicateurs à regarder, comment on va maîtriser l'audience et forcément les actions à en tirer derrière pour pouvoir agir. On aura un petit moment effectivement de questions sur la fin, bien entendu, débattre éventuellement des différents outils que vous pouvez utiliser, que vous devez utiliser. Donc, premier point, effectivement, c'est intéressant de dire à quoi ça sert d'avoir la mesure d'audience. Donc, j'ai vu en majorité les gens qui ont levé la main, là, qui consultent régulièrement les sites web. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais très souvent, alors je ne dis pas ça pour vous particulièrement, mais très souvent, on regarde que les gens, ils regardent, effectivement, ils sont sur le point 1, ils constatent, mais ils ne passent pas à l'étape 2 de la mesure. Donc, mesurer les résultats qu'on a faits. Et encore moins à l'étape 3 où on va agir en fonction des données que l'on a analysées. Parce qu'effectivement, vous le savez, depuis hier, on vous parle de pas mal de choses au niveau du web. Vous entendez parler de la big data, toutes les données qu'on a sur tout et n'importe quoi. Donc, on a beaucoup de données qui nous servent sur l'audience. Ça sert effectivement pour pouvoir agir. Ça sert également, ce n'est pas le sujet du jour, mais sur la publicité, parce que plus on connaît notre audience, plus on va pouvoir lui donner les bonnes choses au bon moment. Donc voilà, il faut vraiment comprendre que la première étape, effectivement, c'est de constater. Très souvent, on le fait. Et puis après, c'est de pouvoir de mesurer les actions que l'on fait et de pouvoir agir pour améliorer votre site web pour qu'il soit le plus pertinent possible pour votre visitorat. J'ai mis 2 petites phrases intéressantes. Effectivement, on a beaucoup de données, on a de moins en moins de temps, et donc il va falloir effectivement se concentrer sur l'essentiel et pouvoir agir. Et c'est un point aussi fondamental, c'est de se bâtir des tableaux de bord pour pouvoir regarder exactement ce dont on a besoin et les données importantes pour pouvoir agir. Ça, c'est vraiment le credo. Et deuxième petite phrase par rapport à ça, hop, elle est passée. Voilà, constater, c'est bien, agir, c'est mieux. Effectivement, le côté très pragmatique, c'est déjà bien de pouvoir constater, mais c'est encore mieux si ces données-là nous servent à faire quelque chose, parce que c'est vraiment la thématique de la conférence, c'est analyser l'audience, mais qu'est-ce qu'on fait de cette donnée? Donc, je vous ai mis des indicateurs clés de performance à regarder de façon générale, et essentiellement par rapport à votre secteur d'activité, dans votre thématique, on va dire. Certes, les captures, effectivement, proviennent de Google Analytics, mais vous avez ça sur la majeure partie des outils. La première chose à regarder, effectivement, ce sont les visiteurs, le nombre de pages qui sont regardées par visiteur, ce qu'on appelle les pages vues, le nombre de temps passé sur le site web, la durée moyenne, le taux de rebond, c'est-à-dire le taux de rebond, juste pour rappel, c'est le nombre de personnes qui repartent de votre site web sans avoir fait une seconde action. Ça, c'est le taux de rebond. Et oui. Juste une petite précision sur le taux de rebond, parce qu'on lit différentes choses sur le taux de rebond. Comment l'interpréter? Est-ce que le taux de rebond doit être élevé ou faible? Est-ce que vous pouvez expliquer? On peut imaginer que quelqu'un qui a trouvé sur la première page son information, il va partir. Oui. Donc peut-être préciser comment peut-on interpréter ce taux de rebond en fonction du contenu publié? Oui, je vais le préciser, puis après on va voir effectivement qu'il faut regarder les différents taux de rebond selon les sources, et c'est ce qu'on va regarder de façon un peu plus chirurgicale. Pour répondre rapidement sur ce point-là, effectivement, quand vous écrivez un article d'actualité, par exemple, et qui est publié, par exemple, sur Facebook, la personne va voir ça sur Facebook, va cliquer, va regarder, va consommer et va repartir. Donc, ce n'est pas effectivement critique que le taux de rebond soit fort, que vous ayez 80 ou 90% de taux de rebond, parce qu'il a trouvé il vient consommer son article et il repart.
En revanche, si vous travaillez sur, je sais pas moi, des emails ou du référencement naturel et que vous avez des gens qui viennent consulter plusieurs pages, c'est pour ça qu'il faut mixer un petit peu ces différents indicateurs. Si vous avez, comme ici, là, le nombre de pages par visiteur, on est à peu près à 1,5, on va arrondir à 2. Si les gens viennent regarder 2, 3, 4, 5 pages et que le taux de rebond est fort, là, il faut se poser un souci. Ça veut dire qu'ils ne trouvent pas forcément l'information. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais taux de rebond. Il faut regarder en fonction du canal, et c'est un des points que je vais accentuer, et regarder en fonction de si les gens ont trouvé ou pas leur information. Parce qu'on peut avoir un taux de rebond faible qui soit bon en fonction du secteur d'activité également, et un taux de rebond qui soit fort, mais la personne a trouvé ce qu'il a vu et il repart, et ce n'est pas forcément anormal. Le cinquième point, c'est la conversion. Vous avez quand même des formulaires de contact sur les différents sites. C'est de savoir si vous avez vraiment envie de mettre en avant un contenu en particulier. Là, en ce moment, il y a les mairies qui mettent les plans d'action sur le Covid, ils téléchargent un PDF, les choses comme ça. Savoir quels sont les indicateurs, quel est le pourcentage de personnes qui téléchargent un contenu en particulier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la conversion. Je dirais que c'est les 5 indicateurs à regarder en priorité. Mais le piège ou l'erreur serait effectivement de regarder ces indicateurs de façon globale. Pourquoi? Je vais l'imager après sur chacun des 3 points que j'évoque ici. Parce que, et on vient de le dire par rapport au taux de rebond, par exemple, il y a des grosses disparités par levier. Donc, est-ce qu'il vient de Google? Est-ce qu'il vient du social media? Est-ce qu'il vient de l'emailing? Est-ce qu'il vient d'une campagne payante? Est-ce qu'il vient de Facebook? Et ainsi de suite. Il peut y avoir aussi de grosses disparités par appareil. Est-ce qu'il vient d'une tablette? Est-ce qu'il vient d'un ordinateur? Est-ce qu'il vient d'un smartphone? Et il peut y avoir aussi des grosses disparités de page à page. Parce que est-ce que le site, globalement, il monte, mais vos pages que vous êtes en train de travailler, elles baissent? Donc, se concentrer sur la vue macro en disant ça monte, ça descend, le taux de rebond est bon ou pas bon serait une erreur. Il faut vraiment aller un petit peu plus loin dans cette analyse d'audience pour pouvoir effectivement en déduire des choses plutôt pertinentes. Et le quatrième point, c'est aussi de comparer, parce que regarder, faire un constat un jour J, c'est bien, mais peut-être comparer à la semaine d'avant ou le mois d'avant ou l'événement qui s'est passé un an au préalable, comment se comportent les différents indicateurs en termes de comparaison sur la même période N-1 ou sur le mois précédent, et ainsi de suite. Ça, c'est hyper aussi important de pouvoir comparer les différentes périodes similaires entre elles pour pouvoir en déduire un certain nombre de choses. Je vous donne un exemple ici donc, d'un site web qui augmente ici de 6%, peu importe le chiffre qu'il soit 6, 20 ou 50. Mais là, si vous vous arrêtez à cette vue ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui bouge, mais si vous vous arrêtez à cette vue en disant c'est bien, mon site augmente de 6%, et vous n'allez pas au fond des choses et vous n'allez pas comprendre que, par exemple, sur la vue trafic organique, donc le référencement naturel, le site est en fait en train de baisser de 4%. Donc, pourquoi le site augmente? C'est parce qu'en l'occurrence ici, vous êtes peut-être moins concerné par ce phénomène, mais en l'occurrence ici, le site augmente parce qu'il y a des campagnes de publicité. Donc, tout ça pour vous dire que ça serait une erreur de dire si le site monte ou si le site descend, mais de ne pas comparer quelles sont les sources, quels sont les leviers qui, elles, montent et qui, elles, descendent. Parce qu'on peut avoir un mauvais jugement en disant c'est bien, tout fonctionne. Mais en fait, oui, ça fonctionne, mais en fait, on a investi beaucoup de médias, ou alors, en fait, c'est parce qu'on a fait une grosse campagne d'emailing et que les gens sont venus suite à ça. Mais en fait, lui-même, le site ne se comporte pas très bien parce que si on ne fait pas cette campagne d'emailing, le site ne vit pas du tout. D'où l'importance de regarder vraiment le comportement sur chacun des canaux d'acquisition du site web. Vous voyez, il peut y avoir des grosses disparités. Dans votre cas à vous, ce qui serait important de regarder pour regarder les indicateurs d'origine, le trafic direct, vous savez, ce sont les gens qui viennent directement quand ils ont enregistré l'adresse du site web. Est-ce que ce trafic-là est en hausse ou pas? Donc ça vient du levier qui s'appelle direct. Ça serait important de regarder. Souvent, vous avez des sites entre vous, entre les communes et départements, les régions, les villes. Donc, c'est ce qu'on appelle les sites référals. Donc, les sites qui vous envoient du trafic, qui font des ponts avec vous.
Donc, je vois par exemple la mairie de Lyon, ils ont le site de Lyon, ils ont un site pour les plans, ils ont un site pour le métro, ils ont tout un tas de galaxies de sites web. Et c'est intéressant de regarder comment se comportent les visiteurs entre ces différents sites. Est-ce qu'ils sont bien connectés entre eux, si je puis dire? Et donc ça, c'est de regarder la source référale. Est-ce que vous faites bien les ponts entre les différents sites? Et enfin, vous avez parlé, j'ai vu ce matin, là, tout ce qui est social selling et compagnie. Si vous mettez en place des actions précises, de pouvoir mesurer, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que vous avez vraiment du trafic, des visiteurs qui viennent de cette source social média sur lequel vous êtes en train d'investir du temps et ou de l'argent. Pareil, on peut regarder l'emailing et aussi, si vous avez fait une campagne d'emailing, on peut mesurer l'audience dans Google Analytics pour voir si ces campagnes d'emailing vous ont généré du trafic et ainsi de suite. Donc, dans votre cas à vous, sur les leviers, c'est les 3 choses que je pourrais mettre en avant. Deuxième point, sur les différentes sources à regarder de façon d'un niveau supérieur, c'est la vue par appareil. Là, j'ai repris un autre exemple, on a un site web qui augmente de 7%. Sauf que quand on regarde un peu plus dans le détail, oui, le site web augmente sur la partie ordinateur fixe de 27%, mais il diminue de 20% sur le trafic mobile. Donc, se poser une question, déjà, quelle est la part du trafic mobile de mon site web? Vous voyez ici, en 2019, c'était 35% de mon trafic qui venait du mobile. Aujourd'hui, c'est 26%. Donc, pourquoi je suis en train de perdre du trafic sur le mobile? Alors qu'en France, on est sur une moyenne de 50% du trafic mobile et 50% du trafic desktop, en moyenne sur toutes les catégories, sur tous les âges confondus. Donc là, c'est intéressant de constater ce point-là et de se dire, tiens, j'ai peut-être un souci sur le mobile. Est-ce que mon site n'est pas bien adapté? Est-ce qu'il n'est pas bien référencé? Est-ce qu'il ne propose pas les bonnes informations? Pourquoi je baisse sur le trafic mobile alors que ce n'est pas du tout la tendance constatée dans notre pays? En France, on est un peu en retard. On est 50-50, comme je dis, desktop mobile. Le tablette, on n'en parle plus du tout. Mais dans le monde, en règle générale, c'est plutôt 60% de trafic mobile et il y a même des pays où c'est quasiment full mobile. Donc voilà, la part du trafic mobile et comment se comporte le trafic venant du moniteur mobile est super important parce qu'encore une fois, si vous arrêtez aux chiffres globaux, vous allez dire tout fonctionne, alors que là, vous avez un gros souci, vous perdez un cinquième de votre trafic. Yannick, Oui. pourquoi vous dites qu'on ne parle plus des tablettes? Les tablettes, vous voyez, dans ce cas bien précis, c'était 4% en 2019. Aujourd'hui, c'est 1%. Pourquoi le trafic tablette est en décroissance depuis 3-4 ans? C'est que nos chers smartphones sont de plus en plus gros. Avant, on avait des tablettes et des smartphones. Aujourd'hui, la convergence entre le mobile, enfin le smartphone et la tablette se fait de plus en plus parce que, comme j'ai dit, les téléphones sont de plus en plus gros et les ventes de tablettes, tout simplement, ont baissé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de consultations mobiles depuis les tablettes. Voilà, tout simplement. Donc, sur l'appareil mobile, ce qui serait intéressant, donc vous avez compris qu'il faut regarder aussi sur les appareils. Troisième point, c'est sur les pages. Je vous ai dit de regarder les indicateurs du nombre de pages vues et donc est-ce que ce taux est en croissance ou pas. Donc là, je vous ai mis un exemple intéressant où quand on regarde de façon macro, encore une fois, le nombre de pages vues, on se dit c'est super. J'ai doublé mon nombre de pages vues, donc j'ai augmenté de 50%. Sauf que si on voit encore une fois un peu plus dans le détail, cette fois-ci par page, on se rend compte que la home page, vous savez, c'est là où il y a le slash, donc la première page du site web, elle est en décroissance de 30%. Donc ça veut dire qu'à côté, forcément, il y a des pages qui augmentent de façon importante. Mais pourquoi mon site augmente, mais ma home page, elle est en descente? Est-ce qu'on a perdu du référencement? Est-ce qu'on a perdu de la visibilité? Voilà, il faut se poser les bonnes questions et déjà comprendre, se dire, tiens, effectivement, je perds 30% de mon trafic sur ma home page. Si vous avez fait un travail conséquent sur la home page, ça serait quand même dommage que cette page-là soit moins vue. Pourquoi, quand on arrive sur une autre page, je ne sais pas, une page d'actualité, peut-être que vous n'avez pas un bouton pour revenir sur la home page, pour faire des liens internes, pour proposer à l'internaute de revenir sur la home page. Mais là, en l'occurrence, encore une fois, mauvais jugement de se dire, tiens, c'est super, j'ai 2 fois plus de nombre de pages vues, mais à côté de ça, il y a quand même un problème fondamental, c'est que ma home page est en décroissance de 30%. Donc, vous voyez, oui.
Une petite remarque sur les stats, et notamment par rapport à la homepage. Alors là, je parle de mon expérience que j'utilise Google Analytics depuis longtemps, avec de nombreux sites. Systématiquement, la homepage est toujours celle qui génère le plus de visites, a priori. Je n'ai jamais vu d'autres pages prendre le pas sur la page d'accueil. Est-ce que ces visites sont fidèles à une réalité? Ça veut dire que est-ce que c'est les robots qui, en indexant le site, forcément indexent la page d'accueil et c'est forcément la plus je sais pas, vue? Est-ce que c'est le signe que nos visiteurs passent forcément par la page d'accueil? Parce qu'on entend dire aussi que les gens cherchent de plus en plus un service particulier sur Google sans forcément taper l'adresse du site web. Mais il y a quand même cette tendance, et ce sera intéressant peut-être aussi d'interroger les personnes dans la salle, est-ce qu'ils font la même observation, que la page d'accueil, quoi qu'il se passe, quel que soit son contenu, reste la page la plus consultée, en apparence. En règle générale, oui, effectivement, en majorité, la page d'accueil est la plus vue pour plusieurs raisons. La première, en termes de référencement du moins, c'est celle qui doit contenir les mots-clés les plus génériques qui sont le plus standards sur voilà, mairie de Lyon. Forcément, on ne va pas arriver sur une page d'article en disant l'école à Lyon 7 a fermé. On va arriver sur la mairie de Lyon. Ça peut être aussi parce que on parle de sites référents, d'autres sites qui parlent de vous, qui pointent en règle générale sur la homepage. Ça peut être aussi sur des campagnes d'email où on envoie sur la homepage. Et ça va dépendre en fait si vous êtes sur une marque connue ou si vous êtes sur une marque inconnue. Nous, en règle générale, dans un cas de site e-commerce, pour imaginer un peu le truc, très souvent, on voit les pages produits ou les pages d'actualité de blog qui sont plus consultées que la page, que la homepage, effectivement, comme vous dites Marc, par rapport au fait qu'aujourd'hui, le boulot du référencement, c'est d'être visible sur, quand on va taper chaussures blanches, je veux arriver sur chaussures blanches, je veux arriver sur la page produit et non pas sur la homepage où je vais devoir aller me taper toutes les catégories, toutes les couleurs, tous les types et ainsi de suite. Donc, ça va dépendre aussi du poids de votre marque. Est-ce que, bon, si c'est une mairie, effectivement, ça me paraît tout à fait normal. Si c'est un site autre, il peut y avoir des disparités et en fonction de la communication et du référencement que vous faites, vous pouvez avoir des écarts. Mais c'est vrai qu'en majorité, quand même, la homepage est la page la plus consultée. D'où l'importance de ne pas s'arrêter au nombre de pages vues au global, mais dans ce cas très précis, de se dire, tiens, j'ai un souci. Effectivement, ma homepage pesait 25% de mon trafic au préalable. Aujourd'hui, c'est que 11%. J'ai perdu 30% dessus, alors que mon site web, lui, se comporte plutôt bien. Donc là, il y a un vrai souci sur la homepage. Dans ce cas, dans le cas bien précis de regarder les pages, c'est de regarder page par page, donc la vue page, quelles sont les pages qui montent, quelles sont les pages qui descendent, et puis après, aller un peu plus dans le détail là, pour aller voir est-ce que vous avez enlevé du contenu, est-ce que vous avez enlevé des images, est-ce que vous avez fait telle ou telle modification. Vous allez tout de suite comprendre effectivement, ah, mais effectivement, j'ai supprimé ces pages, j'ai modifié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça va revenir dans votre tête. Et puis aussi, vous pouvez aller isoler ou regarder de façon bien précise des différents répertoires, des différentes pages en particulier que vous êtes en train de travailler. On parle de la page actualité Covid. Est-ce que cette page-là, elle est en train de monter ou pas? Est-ce que vous avez créé une partie actualité? Est-ce que ce répertoire actualité, lui, progresse ou pas? Est-ce qu'il contribue à la bonne visibilité du site web? Vous voyez, de regarder un petit peu plus en détail. Si vous avez une stratégie éditoriale, de regarder si ces pages-là sont en train d'évoluer à la hausse ou à la baisse. OK. Très bien. Exemple pour la troisième partie, les exemples de questions à se poser pour bien maîtriser son audience. Vous l'avez compris, il ne faut surtout pas regarder de façon globale, mais il faut regarder sur les leviers. Si vous faites du social selling ou juste du social media pour faire travailler un petit peu le site de l'institution, regardez sur quel levier il va falloir agir et si vous êtes en train d'agir dessus, quels sont les retours que vous êtes en train de constater. Sur quel appareil, entre guillemets, investir? J'entends investir, c'est travailler, c'est-à-dire on sait qu'aujourd'hui, peu importe les âges, que ce soit des communes avec des personnes âgées ou plutôt jeunes, tout ce qui est support mobile est en forte croissance. Regardez sur quel appareil je vais devoir bien travailler mon site web. Marc parlait tout à l'heure de refonte de site web, se poser obligatoirement la question de bâtir un site web qui soit fait aujourd'hui en priorité pour le mobile.
de regarder aussi qu'est-ce que viennent regarder les visiteurs. Certes, la homepage, mais aussi, comme je dis, si vous avez une stratégie sur de l'actualité, qu'est-ce qu'ils viennent regarder, par où ils arrivent. Est-ce qu'ils arrivent du site de la commune d'à côté? Est-ce qu'ils arrivent par Google? Est-ce qu'ils arrivent par l'emailing? Et puis aussi de regarder ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. On a vu tout à l'heure, on parle de taux de rebond global d'un site web, mais on peut aussi regarder le taux de rebond d'une page en particulier. On peut regarder la durée moyenne de temps passé sur un site web au global, mais on peut également regarder cet indicateur sur les pages en particulier. Donc, si on se dit qu'il y a des pages qui fonctionnent bien et des pages qui fonctionnent moins bien, allez voir ces pages-là. Pourquoi elles sont moins intéressantes? Peut-être parce qu'il y a beaucoup de texte et pas beaucoup de lisibilité, il n'y a pas d'images, il n'y a pas de vidéos, elles ne sont pas super intéressantes à lire. Donc, se poser les bonnes questions en fonction des indicateurs que vous allez constater. Ça, c'est vraiment les 5 questions à vous poser pour arriver à maîtriser l'audience et pouvoir agir. Je vous ai mis quelques exemples de capture de reporting parce que c'est un point effectivement qui me paraît obligatoire aujourd'hui. On a beaucoup de données, on n'a pas tous les mêmes enjeux, pas tous les mêmes obligations, on ne veut pas tous mesurer les mêmes choses. Et c'est pour vous donner un petit peu la puissance de l'analyse d'audience, notamment sur Google, où vous êtes essentiellement avec un téléphone Android. Vous êtes en majorité, quand je dis vous, c'est nous en France ou dans le monde. En majorité, on utilise à 80%, on utilise Google Chrome. On utilise un Gmail. Donc, Google est l'opérateur, si je puis dire, qui a le plus de données possibles sur vous et il met tout ça à disposition. Les secteurs d'activité, les centres d'intérêt qu'on voit en bas. Effectivement, si vous êtes plutôt un homme ou une femme, quel est votre âge, d'où vous venez, d'où vous arrivez, d'où vous repartez, et ainsi de suite. Ça, ce sont des informations qui peut-être là ne vous paraissent pas forcément utiles, mais dans le cas de pardon, une question. Ces données-là, elles sont accessibles à tous, que j'ai l'impression que enfin, je me trompe peut-être, mais elles sont accessibles si on a un compte Google Ads pour acheter de la pub. Je ne suis pas sûr que nativement elles soient accessibles sur Google Analytics. Mais Si. Là, c'est un rapport qui est joli, qui est mis en forme avec un outil de Google, mais ces outils-là sont totalement gratuits dans Google Analytics. Vous avez les données démographiques avec les centres d'intérêt de vos visiteurs, les âges, les sexes et la provenance. Et les centres d'intérêt sont déterminés comment? C'est toutes les données que Google récolte à travers tout ce qu'on fait sur ces outils? Exactement. L'historique de navigation, où est-ce que vous allez consulter, qu'est-ce que vous allez consulter, comment vous consommez, et ainsi de suite. C'est un regroupement de données qui fait qu'on dit vous avez une affinité avec le tourisme, vous allez préparer vos vacances, par exemple. Ça, c'est un ciblage que l'on peut avoir pour pouvoir définir ou définir dans une case. Voilà d'autres exemples ici sur les âges. On peut même aller faire des courbes si vous avez, je ne sais pas moi, une politique de rajeunissement dans la ville ou au contraire, si vous constatez des effets inverses, se dire tiens, comment les 25-34 ans se comportent? Est-ce qu'ils viennent plus ou moins visiter le site web? Est-ce que ça monte? Est-ce que j'ai moins de 25-34 ans tout à coup sur mon site web? Donc, se poser des questions. Ça peut aussi vous aider à bâtir votre stratégie éditoriale. Si vous avez en majorité, là ici, où il y a 35% de personnes qui consultent le site web qui ont entre 25 et 34 ans, c'est sûr qu'il ne faut pas leur mettre en avant tous les dispositifs sur les aides à domicile pour les personnes âgées. Ça va vous aider forcément à vous projeter, à travailler le contenu que vous allez mettre sur le site web en fonction de la typologie de personnes qui viennent consulter le site web. Donc ça, c'est assez intéressant pour pouvoir bâtir le contenu du site web. Et là, enfin, j'ai fait un focus un peu plus important effectivement sur les secteurs d'affinité qui servent beaucoup sur la publicité, qui servent beaucoup sur le-commerce, mais qui servent aussi beaucoup pour vous, pour connaître un petit peu plus l'audience. Là, typiquement, on voit que la majorité, alors les pourcentages sont faibles, mais vous avez des gens qui sont intéressés par le shopping ou par tout ce qui est tourisme, entertainment, donc loisirs, et se dire, tiens, est-ce que moi, je vais mettre en avant les commerces, les loisirs, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui va intéresser votre audience. Et donc, en sachant qu'ils sont dans cette catégorie-là, encore une fois, écrire un contenu qui va plus ou moins les toucher. J'ai une question sur cet exemple précis. On a des chiffres très faibles. Comment on les interprète? C'est-à-dire que en fait, les centres d'intérêt sont tellement disséminés qu'on se retrouve avec des petits chiffres. Ou alors, Google, par rapport à l'ensemble des visiteurs du site, Google en fait ne connaît le centre d'intérêt que d'une petite partie des visiteurs.
Effectivement, je regardais si j'avais les pourcentages sur l'autre. Effectivement, c'est que là, c'est très, très disparate dans ce cas-là. Il n'y a pas une tendance qui se dégage. Après, quand même, par rapport au deuxième point, là, ce n'est pas une information déclarative. Autant quand vous allez créer un compte sur Google Mail, vous allez devoir dire si vous êtes un homme, une femme et quel âge vous avez. Donc ça, c'est du déclaratif. Et du coup, on a vraiment l'information précise. Autant sur les centres d'intérêt, c'est un recoupement d'informations, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il se peut qu'il n'y a pas l'information la plus exhaustive, la plus précise possible. Il y a des informations déclaratives, tout ce que vous donnez à Facebook, tout ce que vous écrivez et ainsi de suite. Mais il y a aussi des informations où ils recoupent les informations. Et là, enfin, je vous ai mis aussi des tableaux sur les horaires aussi. Est-ce qu'ils viennent plus regarder le dimanche, le vendredi, et ainsi de suite? Qu'est-ce qu'ils viennent consommer dans les tranches d'âge? Est-ce que ceux qui ont 18 ans regardent plus de pages que ceux qui ont 65 ans? Ça peut être utile aussi en se disant, bah, tiens, je vais écrire plus de contenu sur les seniors que les jeunes. Vous voyez, on parlait de taux de rebond tout à l'heure. Ben, on voit que les jeunes sont les jeunes, pardon, entre 18 et 24 ans, c'est ceux qui rebondissent le mieux versus ceux qui sont au-delà de 65 ans. Ça peut être, encore une fois, dépendamment de votre utilité, une statistique à regarder, quels sont ceux qui sont les plus fidèles en finale, quels sont ceux qui viennent le plus consulter plusieurs pages et qui restent le plus captifs sur le site web. Donc voilà, peut-être que là, ça vous paraît lointain, mais dans une refonte de site web, dans une stratégie de contenu, dans une stratégie de valorisation d'un site web, de telle ou telle information, vous n'avez pas forcément à vous poser des questions. Peut-être que ça va plaire, peut-être que ça ne plaît pas. Avec ces audiences-là, avec ces indicateurs-là, vous avez quand même un peu plus de certitude afin de créer tel ou tel site. Et le dernier point, sur les formulaires, on parlait d'un PDF que vous pourrez y mettre à disposition, par exemple. Là, c'est intéressant de voir que là, dans ce cas précis, en majorité, le trafic mobile pèse 50% dans ce cas-là, mais ceux qui téléchargent les documents ou qui contactent la commune ou que sais-je dans votre cas précis, ce sont uniquement ceux qui sont sur l'ordinateur, non pas le mobile. Donc, est-ce que j'ai des formulaires de contact ou un numéro de téléphone qui est bien mis en avant sur le mobile ou pas? Parce qu'a priori, sur le mobile, il ne se passe pas beaucoup de choses. Mais la majorité des gens viennent sur le mobile. Et pareil aussi, là tout à l'heure c'était par appareil, mais là, supposons que vous faites une grosse campagne d'emailing, vous avez un gros trafic qui vient de l'emailing, mais en fait, le formulaire ne sont pas du tout remplis via vos campagnes d'email. Vous posez la question, est-ce que vous avez bien mis le formulaire sur la page? Est-ce qu'il est bien en adéquation avec le support qui vient de consulter? Et ainsi de suite, pour pouvoir se dire, tiens, effectivement, j'ai personne qui me contacte via mon site web, que ce soit par téléphone, par un formulaire ou un téléchargement, alors que je viens de mettre en place beaucoup d'investissements sur Facebook, mais les gens qui sont sur Facebook ne me contactent pas, par exemple. Ça peut être un indicateur à regarder pour savoir est-ce qu'il manque telle ou telle information, dépendamment des différents canaux que vous voulez travailler. Ça va toujours? Tout à fait. Bon, super. Personne n'a quitté la salle encore. Super, merci. Quatrième point, les actions maintenant après les constats. Je l'ai assez dit, je pense qu'il va falloir effectivement regarder un peu plus dans le détail. J'ai assez parlé de la stratégie éditoriale, mais gardez en tête effectivement qu'en fonction de la localité, des centres d'intérêt, des âges, des sexes, de ce qui a plu, ce qui n'a pas plu, ça doit vous donner une information précise sur comment recréer des contenus qui sont en adéquation avec tout ça. Ça, c'est hyper important. Vous pouvez aller regarder les pages qui marchent le mieux, les pages qui marchent moins bien en termes de consultation, en termes de taux de rebond et ainsi de suite, et se dire, tiens, cette thématique-là a bien fonctionné, pourquoi pas aller surfer dessus et continuer. Ou alors, celle-là, finalement, ça n'intéresse personne, ou alors une catégorie bien particulière, mais je n'ai pas besoin d'investir dessus. Donc ça, c'est pour bâtir une stratégie éditoriale. Pardon, je donne juste un exemple pour illustrer ça que on peut, j'imagine que c'est le cas aussi pour vous, on peut être sollicité par des services qui veulent absolument mettre en ligne des informations dont on ne perçoit pas bien forcément l'intérêt pour les habitants. Et puis, on est contraint de le faire et on le fait. Et puis, derrière, montrer les chiffres, ça peut être un bon moyen de dire là, l'info, elle n'est pas intéressante. Soit il faut la reformuler, soit carrément, elle n'a pas sa place sur le site internet.
Exactement, exactement. Au moins là, c'est factuel, on a l'information si ça a fonctionné ou pas. Donc ça, c'est pour bâtir du nouveau contenu. Mais ça peut être aussi pour optimiser le contenu existant que vous avez. Vous allez dans votre outil d'audience et vous regardez quelles sont les pages qui marchent bien ou quelles sont celles qui ne marchent pas. En règle générale, on part de celles qui ne marchent pas pour pouvoir les améliorer, les optimiser. Se dire, tiens, celle-là, les gens ils passent pas du tout dessus. Ou alors, dès qu'ils arrivent sur cette page-là, ils ressortent. C'est la notion de taux de sortie de la page. Ou alors, ils ne passent pas du tout de temps, ils passent 3 secondes dessus. Donc, se dire, tiens, qu'est-ce qui manque sur cette page-là? Allez la regarder, allez voir et vous allez peut-être tout de suite constater des choses qui vous sautent aux yeux en disant tiens, effectivement, là, il y a très peu de texte, il n'y a pas d'informations, il n'y a pas de formulaire, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo. Voilà, vous allez tout de suite comprendre par rapport à une autre page qui, elle, dans la même thématique, par exemple, fonctionne plutôt bien, quelles sont les choses qui ont bien fonctionné pour pouvoir reproduire et adapter sur les pages qui, elles, ne fonctionnent pas très bien. Parce que ce n'est pas parce qu'elles ne fonctionnent pas ou elles ont un gros taux de rebond que ça n'a peut-être pas été forcément très recherché par les internautes, mais c'est juste que l'information n'est pas présentée comme elle devrait l'être. Et donc ça, c'est aussi un phénomène important. Ce n'est pas parce qu'à un moment, ça a bien marché ou ça a mal marché qu'il faut s'arrêter là dans le constat. Il faut regarder, elle a mal marché ou les gens ressortent, mais peut-être parce qu'elle n'a pas été suffisamment intéressante. Donc ça, c'est les points importants sur la stratégie éditoriale, quelles sont les thématiques, sur capitaliser sur ce que vous avez pour pouvoir l'améliorer et forcément créer du nouveau contenu en fonction des 2 points qu'on vient de voir au préalable, pour vous baser sur des choses plutôt factuelles. Yannick, pardon, avant d'enchaîner sur la comparaison des outils, j'ai une question et une réaction par rapport à votre présentation que je trouve très, très claire. Merci beaucoup. C'est la problématique que j'introduisais au début, c'est que souvent on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps d'analyser ces stats. Et là, on a vu à travers votre présentation qu'on a plein de données très intéressantes disponibles, mais il faut aller les chercher. Donc la question qui se pose, c'est tous les combien de temps il faut aller la chercher. Et est-ce qu'il existe des solutions, soit intégrées dans Google Analytics ou à côté, qui permettent d'avoir des tableaux de bord qui se génèrent automatiquement, en tout cas sur quelques données clés, qui évitent de passer 4 heures tous les mois à aller rechercher le bon chiffre. J'imagine qu'il en fait, il peut y avoir deux démarches. La première, c'est, on donnait l'exemple de la refonte d'un site internet. Là, je pense que ça mérite de passer du temps à analyser en profondeur ces stats. Et on peut, si on a un peu de budget, faire appel à une société comme la vôtre pour être accompagné, peut-être pour détecter les bonnes informations. Et puis, il y a le quotidien ou le mensuel ou le trimestriel pour suivre les tendances de son site web. Et là, par rapport à ce que vous nous avez montré, il paraît important d'avoir des outils qui permettent de bâtir peut-être des tableaux de bord très graphiques, très synthétiques, sans forcément mettre le nez dans des chiffres qu'on a parfois du mal à repérer. Ouais. Tout à fait. Effectivement, c'est un de mes points de la conclusion où effectivement je parle des outils de tableau de bord. Google Analytics, de façon simple, exploite une fonctionnalité qui s'appelle tableau de bord où vous pouvez aller glisser les différentes données que vous avez choisies au préalable et bon, qui est assez simple. Et puis après, vous avez un deuxième outil toujours de Google et toujours gratuit qui s'appelle Data Studio, qui lui, et je le mets dans les forces de panorama des outils, qui lui est un système ouvert qu'on peut connecter avec tout un tas d'autres sources pour pouvoir effectivement aller faire son propre tableau de bord et aller se concentrer sur l'essentiel. Au préalable, pour élargir un petit peu les réponses sur cette question, au préalable, il faut se poser les questions, il faut se dire qu'est-ce que j'ai besoin. Est-ce que c'est l'âge, pour reprendre les trucs les plus basiques, est-ce que c'est l'âge, la localité ou l'heure ou les centres d'intérêt ou les différents contenus. Se dire, voilà, moi, dans un monde idéal, c'est les choses qui m'intéressent, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Créer effectivement un reporting et vous avez la possibilité d'exporter ce reporting de façon périodique, mensuelle par exemple, ou hebdomadaire, et que vous recevez ce reporting tous les lundis matins à 8 heures pour voir un petit peu, en fonction des indicateurs que vous avez choisis, votre tableau de bord personnalisé avec les 4, 5, 6, 7 informations clés que vous voulez voir de façon hebdomadaire dans ce cas. Et là, pour pouvoir agir particulièrement sur ces points que vous avez mis en avant. C'est vraiment la clé parce qu'effectivement, on peut y passer des jours et des jours là-dessus et au final se décourager parce qu'il y a trop de données.
vraiment la conclusion de tout ça, c'est de se poser, se dire qu'est-ce que j'ai besoin, quelle est l'information qui va être utile dans le cas d'une refonte, dans le cas de bâtir une stratégie éditoriale, dans le cas d'un partenariat avec une commune voisine, et ainsi de suite. Se dire, voilà, quelles sont les données qui me sont importantes, sans raisonner forcément web, mais vraiment raisonner entre guillemets, si je puis dire, façon marketing. Et puis après, aller bâtir ce tableau de bord et le programmer. Et puis une fois que vous avez ça, vous êtes tranquille pendant un certain nombre de temps. Il arrive tous les mois et vous avez les informations. Vous pouvez challenger l'éditorial, vous pouvez challenger le social media, vous pouvez challenger l'emailing et ainsi de suite. Ok, merci. Donc on peut enchaîner sur le comparatif de quelques outils, ceux Ouais. qui sont les plus connus. Effectivement, c'était assez intéressant de la remarque de Marc qui m'a dit que ce serait bien de faire un panorama des outils. Avec, alors, il m'a challengé sur les inconvénients et les avantages d'Analytics. Moi, forcément, c'est pas, enfin, le parti pris que j'ai par rapport à la connaissance de Google Analytics et la méconnaissance des autres, je tiens à le préciser. Mais je me base sur un point qui est hyper important, c'est que Google Analytics aujourd'hui, c'est 90% de part de marché. Google Analytics permet effectivement d'avoir des tableaux de bord, permet d'être connecté avec d'autres sources, les réseaux sociaux, la télé. Il y a la richesse des données effectivement que seul lui peut avoir par rapport aux différents services gratuits qu'il vous donne, comme je l'ai dit, hein, les téléphones, Android, Gmail, Chrome et ainsi de suite. Il est simple et visuel quand on utilise l'outil Data Studio, qui est aussi un outil gratuit. Ben, on arrive à faire des choses magnifiques. Il est gratuit et mon parti pris est de penser qu'il va rester gratuit sur la majeure partie des gens parce qu'effectivement, il a déjà une offre payante, mais qui est destinée aux très, très grands comptes. L'inconvénient effectivement qu'on a, et notamment depuis 2 ans avec la réglementation sur la protection des données, le RGPD, effectivement, il y a une faille, mais qui n'est pas liée à Google Analytics, qui est liée aux cookies, où on doit demander un consentement. Vous savez, quand on appuie sur OK, j'accepte effectivement d'être suivi ou que sais-je, dépendamment de la manière dont vous allez obtenir la demande de consentement. Sauf que tous ces bandeaux de cookies qui demandent le consentement, 90% de ces bandeaux de consentement ne fonctionnent pas et Google arrive à récupérer l'information parce qu'ils ne sont pas conformes. Donc, ce n'est pas Analytics qui récupère des données dont vous n'avez pas forcément accepté de donner, mais c'est les bandeaux qui sont très mal faits et qui, au final, donnent quand même l'information, même si vous n'appuyez pas sur OK. Donc, certes, on dit qu'on a besoin d'un consentement, mais si vous ne donnez pas le consentement, en France, on dit qui ne dit mot consent. Et donc, quand vous ne dites pas OK, bah, vous ne dites pas non, je ne veux pas, et ben, Google collecte quand même l'information. Donc ça, c'est le truc à comprendre, effectivement, qu'aujourd'hui, on a besoin d'un consentement, mais qu'il y a très peu de vrais outils de consentement qui sont vraiment eux-mêmes RGPD compliant. Donc moi, le gros avantage, ça serait effectivement Google Analytics. Après, je comprends effectivement que vous, au niveau du public, dans le domaine public, que vous ayez des contraintes aussi par rapport à ça. Donc il y a effectivement anciennement Piwik qui depuis pas 2 ou 3 ans, je ne savais même pas qu'il s'appelait Matomo. Et puis il y a après le français qui s'appelle AT Internet, qui lui a effectivement pas mal d'avantages, mais ce sont des outils qui sont payants, plutôt assez onéreux, 400 $ par mois, qui n'ont que le site web. On ne peut pas aller avoir d'autres sources à côté, qui ne sont pas les plus sexy à regarder, qui n'ont pas forcément les fonctions de tableau de bord, donc ça peut être un peu gênant. Matomo, effectivement, un des avantages importants que je verrai, effectivement, c'est que les données vous appartiennent. Peut-être préciser qu'en fait, avec Matomo, je crois qu'il y a 2 solutions. Il y a une solution où on héberge nous-mêmes les données, donc du coup, ça résout le problème du RGPD. Il y a une solution où on peut les faire héberger par Matomo, mais du coup, c'est payant. Mais alors, on aura quelqu'un qui pourra témoigner là-dessus. Alors, je ne dirais pas que ça règle le problème de RGPD, parce que ça vous transfère à vous le problème de RGPD que vous n'aviez pas si vous utilisez un outil tiers qui est Matomo hébergé par ailleurs.
Si vous hébergez les propres données, c'est vous qui êtes responsable des données. Si vous avez un souci avec les données de Matomo, enfin, vous êtes co-responsable. Si elles sont chez vous, vous êtes uniquement vous responsable. Donc, ça ne règle pas forcément le problème des RGPD, ça transfère le problème à l'un ou à l'autre, mais le problème reste, enfin, entre guillemets, le point, il reste toujours vigilant. Il y a un truc sur Matomo qui est intéressant, que j'ai pu aller découvrir, c'est on peut effectivement aller voir, mais ça s'ajoute aussi sur d'autres sites, des solutions tierces, comment on a visité le site web, par où on est descendu, on est passé à gauche, on est passé à droite. Enfin, voilà, vraiment le tracking C'est ce qu'on appelle les heatmaps, qui permet de voir des zones où les gens. Exactement. C'est pas aussi poussé que ça, mais oui, il y a une zone effectivement de tracking. Il a aussi effectivement un coût. Et donc, ouais, voilà ce que je pourrais dire, moi, au niveau des outils, que je vous avoue, nous, on travaille avec un seul client, effectivement, dans le domaine juridique pour l'Europe qui utilise Piwik. Mais nous, c'est une galère monstre pour pouvoir récupérer les données, analyser et en faire des choses parce qu'on n'a pas les mêmes critères, on n'a pas les mêmes données que celles qu'on a l'habitude de traiter. Et en fait, si vous allez travailler avec des tiers ou avec des nouvelles personnes qui vont arriver, bah, voilà, il va falloir les former à ces différents outils, à aller changer le cerveau pour dire bah, voilà, ça ne s'appelle plus comme ci, ça s'appelle comme ça, je n'ai pas telle ou telle donnée, mais à côté j'ai ça. Voilà. Donc, en général, j'ai vu ceux qui ont levé la main tout à l'heure qui utilisent un autre outil que Google Analytics. J'ai aussi vu qu'ils utilisaient Google Analytics. C'est-à-dire que quand ils utilisent un autre outil, ils ont en plus Google Analytics. Donc, c'est ça où je me dis, ça perd un peu de la valeur le fait d'utiliser un autre outil si au final, on utilise quand même Google Analytics à côté. Donc, voilà. Après, moi, je n'ai pas d'action chez Google ou quoi que ce soit. Je regarde juste dans mon spectre de web marketing pour analyser, mesurer et agir. Et la connexion et la convergence avec toutes les autres sources, effectivement, c'est le plus complet et le marché lui rend bien, effectivement, parce que c'est plus de 90% de l'utilisation. Merci beaucoup, Yannick. Avant de passer la parole à Patrice Razet, que je remercie. J'ai juste encore un dernier. Donc, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment le point le plus important à comprendre si vous devez retenir qu'un truc, c'est ça, c'est ne pas regarder de façon globale, mais aller dans le détail, hein, par levier, par page, par support et ainsi de suite. Voyez ça comme une tendance et pas forcément l'exhaustivité. J'y reviendrai sur le point effectivement des outils. Marc m'a fait passer un article intéressant qui disait qu'effectivement Matomo avait 2 fois plus de visiteurs que Google Analytics. Dans tous les cas, moi je pense que vous n'aurez jamais l'exhaustivité, l'intégralité du trafic parce que Google vous cache des choses, parce que Matomo regroupe les visiteurs des robots Google et ainsi de suite. Donc, la donnée n'est pas fiable à 100%, elle sera fiable à 90-95%. Et ce qu'il faut regarder, c'est vraiment les tendances. Est-ce que ça monte, ça descend, les taux de rebond, toutes ces choses-là, effectivement, sont assez fiables. Troisième point, la notion de comparaison, hein, je l'ai dit tout à l'heure, les années, les périodes et ainsi de suite. Regarder les données, c'est bien, les utiliser, c'est mieux, vous l'aurez compris. Vous posez, comme on l'a dit tout à l'heure, pour regarder qu'est-ce qui va être utile, qu'est-ce qui va être important, qu'est-ce qui va vous permettre d'agir. Et effectivement, par rapport à la transition tout à l'heure, faire des tableaux de bord personnalisés et synthétiques, parce que si vous avez des tableaux de bord avec beaucoup de données, au final, ça ne va pas vous servir non plus. Il faut vraiment qu'ils regroupent 4, 5, 6 points qui soient prioritaires, quitte à les changer au bout de 6 mois parce que ce n'est plus les mêmes. Mais voilà, vraiment avoir ces choses-là synthétiques en tête pour pouvoir vraiment agir. Et après, j'ai mis un petit clin d'œil effectivement de ne pas avoir peur effectivement de Google parce que dans tous les cas, même si on en a peur, on ne peut pas vivre sans. Donc ça, c'est le point fondamental. Quant, pour la petite parenthèse, en France, c'est à peine 0,9% du trafic qui vient de Quant. Et puis dans tous les cas, vous ne pourrez pas l'éviter avec la messagerie, avec le téléphone, avec tout ce que vous consultez, avec votre Freebox qui est sur Google, avec voilà, partout où il y a de la donnée qui est utilisée, cette donnée-là est là, mais sinon vous allez élever des chefs dans le Larzac et ne plus utiliser Internet, et là vous aurez pas de avec ça.
Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un débat à part entière. On n'ira peut-être pas sur le débat du purement Google, mais c'est un vrai sujet. Merci beaucoup en tout cas. Votre présentation sera mise à disposition sur le site web. Il y aura vos coordonnées aussi pour ceux qui voudraient en savoir plus. Avant de passer la parole à Patrice Razier, que je remercie d'être présent, qui a écrit un article super intéressant, si vous ne l'avez pas vu, sur le blog de l'Observatoire social média des territoires, qui explique comment et pourquoi il a quitté Google Analytics pour Matomo. Donc, du coup, ça va être intéressant de pouvoir avoir ces deux approches. Au préalable, est-ce que vous avez des questions avant de parler des outils, sur ce qui a été évoqué, sur les données importantes? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas parues suffisamment claires ou des témoignages? Pas de questions? Vous êtes tous endormis? Ou les deux? Bon. Si, une question. Je vous passe le micro avec la petite lingette. Je vous remercie de vous présenter pour ça. On n'entend pas. Du coup, on va pas se pencher. Vous m'entendez? Oui. Je travaille pour la région Normandie. Et j'étais en même temps sur Google Analytics pour regarder parce que moi, justement, il y a de l'audience. Je n'ai pas accès à toutes les données dont vous parliez, les détails, type d'audience, les données démographiques, les centres d'intérêt. Ça affiche zéro. Il n'y a aucune donnée qui remonte. Donc, je me demandais justement comment faire en sorte que je puisse. Vous avez entendu, Yannick, la question? Je Aussi sur l'accès, sur les profils des visiteurs, où moi j'avoue ne pas les avoir vus non plus. Donc je me posais la question s'il n'y avait pas décidé d'avoir un compte particulier ou pro chez Google. Non, c'est certain. Il n'y a pas de différence de compte pro ou autre sur Google Analytics. Après, effectivement, les données sont pas effectivement dans la première information sur l'analyse de la vue d'ensemble. Il faut la chercher effectivement un peu plus en détail. Mais dans l'onglet comportement et données démographiques, c'est certain que vous avez ces informations-là. Après, si c'est sûr que tout à l'heure, on parlait de 3, 4, 5% de personnes sur le centre d'intérêt shopping. C'est sûr que si vous avez un échantillon de visiteurs qui est très, 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 très faible, peut-être que vous aurez zéro donnée. Mais en tout cas, dès que vous avez un peu de trafic, ces données-là sont disponibles, c'est certain. Donc ça pourra dépendre du volume en fait, de visiteurs qu'on a sur son site internet. Et sincèrement, je n'ai jamais vu un compte Google Analytics dans lequel on n'avait pas de données sur la démographie. Ça marche. Je peux témoigner. Il n'y a vraiment pas de données, c'est 0,00. Donc, il y a peut-être un diagnostic à établir, mais qu'on fera dans un second temps. D'accord. Okay. Peut être mal implanté sur le site. Google Analytics peut être mal implanté sur le site par le développeur de webmaster. Oui, effectivement, s'il est mal paramétré, on peut ne pas avoir d'informations. Après, normalement, c'est rare quand même d'avoir un souci de tracking sur Analytics. S'il y a un seul code à mettre effectivement à un seul endroit, c'est sûr que s'il n'est pas mis au bon endroit et pas sur l'intégralité du site web, peut-être qu'effectivement vous allez manquer de données. Effectivement, c'est une bonne précision. Ce sera un point. Une autre question? Juste une question. Donc, Nicolas Alix, Génération Grand Paris Sud. Nous, on utilise effectivement deux outils. Google Analytics d'une part, et on a accès à toutes ces données que vous avez présentées parce qu'on a la chance d'avoir un développeur web qui se connaît bien, donc qui a pu mettre en place et qui fait des bons rapports comme vous avez pu les montrer. Mais on utilise aussi Talkwalker parce qu'à ce stade, mais peut-être parce qu'on n'a pas la pratique suffisante, on n'arrive pas à avoir de remontée sur les médias sociaux de Google Analytics. Je sais que c'est possible, mais on n'a pas encore exploré suffisamment pour y aller, mais aussi pour des raisons de veille et d'alerte. Et également pour l'identification des ambassadeurs qu'on ne peut pas forcément avoir avec Google Analytics, alors qu'avec le Talkwalker, on a assez facilement nos principaux tutos, abonnés Facebook qui sont très, très, très actifs. Donc, est-ce que c'est un mix qui est intéressant ou est-ce qu'avec Google Analytics seul, on pourrait avoir les mêmes fonctionnalités en faisant un peu plus?
Ouais, c'est une bonne question, merci. Effectivement, Google Analytics se câble sur votre site web et vous donne les informations uniquement sur le site web. Alors, si en plus vous avez des données à côté, on a parlé tout à l'heure de publicité notamment, vous allez avoir plus d'informations. Talkwalker, effectivement, est un outil de veille qui va lire ce qu'on dit sur votre marque ou sur votre site ou sur votre compte Twitter, Facebook, et ainsi de suite, qui va regarder un petit peu la présence sur les médias sociaux, les blogs et les vidéos de ce qui se dit sur votre nom, sur votre marque. Donc, c'est un petit peu différent, mais effectivement, c'est très complémentaire pour pouvoir regarder ce qui se passe sur votre site web, mais ce qui se passe à côté de votre site web, sur les réseaux sociaux, sur les vôtres et sur d'autres réseaux sociaux, pour aller faire de la veille, de la réputation, pour aller identifier effectivement, comme vous dites, des influenceurs, des ambassadeurs. Mais sur Google Analytics, je vous confirme qu'on n'a pas ce genre de données. On ne regarde que ce qui se passe sur votre site web et pas ce qui se passe par ailleurs. Après, Google offre un service gratuit aussi qui s'appelle Google Alert, qui est plutôt très bien fait, qui est gratuit. Je vous incite à le faire pour regarder un petit peu. Vous tapez votre nom. Moi, typiquement, j'ai un reporting tous les 15 jours qui va scanner sur Google tous les sites sur lesquels je pourrais être mentionné pour voir s'il n'y a pas un problème de e-réputation. Je le fais également pour mon entreprise. Effectivement, Talkwalker va bien plus loin parce qu'il peut aller scanner également les réseaux sociaux. Je peux juste témoigner sur ce que j'ai fait pour de métropole. On était à la recherche d'un outil, le tableau de bord qui sache nous mixer à la fois les stats des sites web et des réseaux sociaux. On n'a pas trouvé. On a contacté AT Internet parce qu'ils sont sur Bordeaux. Ils ont dit ouais, on va vous le faire, on va vous le développer. Puis ils se sont cassés les dents. C'est deux approches différentes. Donc, ouais. On mixe deux outils. Mais c'est aussi de faire un petit peu un outil liaison. C'est ce qu'on fait. On fabrique nos rapports. Talkwalker permet d'en produire. Il y a des données web qui peuvent y figurer. Et effectivement, il n'y a pas d'outils adéquats. Donc, nous, on fait un petit peu un produit maison. Ouais. En revanche, vous disiez que vous avez des développeurs. Si Google Data Studio, qui est un outil open source qui peut se câbler avec des tableaux Excel, avec des tableaux peu importe d'où, Talkwalker, pour connaître un petit peu, il a aussi une API et des exports possibles. Si vous faites des exports automatiques de Talkwalker et de Google Analytics et vous regroupez ça à un endroit et Data Studio, lui, peut aller le récupérer, vous pouvez vous faire un méga tableau de bord avec plusieurs sources. Une question. Talkwalker intègre, moi j'utilise en version payante, malgré son prix, parce qu'il est assez élevé quand même. Talkwalker est une machine de guerre, c'est pas à dire. En plus, ils ont une hotline, vraiment à Google, vous pouvez les appeler n'importe quand, ils répondent. Et maintenant, ils sont basés à Paris. Ils intègrent Google Analytics dans leur tableau de bord, dans leur reporting. Donc, vous avez les tendances web générales sur les mots-clés. C'est du booléen, c'est assez long à paramétrer, mais une fois que vous l'avez paramétré, vous pouvez avoir des tableaux de bord très poussés. Et vous avez tous les réseaux sociaux, hormis les pages et les groupes privés, puisque là, il ne peut pas. Les groupes privés, par contre, pas essentiellement, parce que là, il ne peut pas y avoir accès. C'est la seule chose manuelle qu'on fait en veille, ce sont les groupes privés. Mais le reste, tout est intégré sur Talkwalker. Je ne fais pas de la pub pour Talkwalker, ils sont chers, mais si vous avez les moyens, n'hésitez pas parce que c'est un truc assez incroyable. Ouais. Je propose de passer tout de suite la parole à Patrice parce qu'on est contraint par le temps. Yves, tu peux passer le micro. Non, mais de témoigner pourquoi ce que tu as écrit dans ton article est super intéressant, pourquoi tu as posé Google Analytics, ce que tu as observé, et le choix de Matumo, avantage, inconvénient. Là, on a vu Yannick a donné j'ai fait voir un certain nombre d'arguments. Je ne vais pas lancer le débat, effectivement, je ne vais pas attacher au Mardac, mais par contre, effectivement, je travaille avec une collectivité et du coup, je crois qu'il y a quand même une question éthique à se poser par rapport à la question. Il y a la question de la performance, mais aussi la question éthique. Et Antoine, c'est un public, on va se nous, on est rentré dans la question de quitter Google, ou en tout cas d'essayer de limiter et de ne plus être naïf par rapport à c'est gratuit. Parce que oui, c'est gratuit, mais c'est ce qu'on dit aussi, c'est gratuit parce que c'est le produit, et bien en l'occurrence, c'est gratuit parce que vos utilisateurs et vos usagers, donc les usagers, sont les produits. Et en gros, les données que vous donnez à Google en installant Google Analytics sur votre site web, elles servent ensuite à Google à faire de l'argent pour
Donc, du coup, évidemment, on ne peut pas se passer de Google, je suis d'accord. Enfin, en tout cas, ça serait quelque chose d'un peu compliqué. Mais en tout cas, on n'est pas obligé de nourrir la bête, je dirais. Effectivement, autant je continue à utiliser Google pour faire de la publicité. Pour l'instant, encore, même si on est en train de chercher des solutions alternatives un petit peu bon point. Et autant, par contre, j'ai envie de lui donner le moins de données possible. Donc, du coup, on a eu cette réflexion-là au moment aussi où Google a rendu payant l'API Google Maps il y a 2 ans. Et du coup, en 2 mois, on a pu désinstaller toutes nos cartes Google parce qu'ils nous demandaient les pays. Donc, si demain, ils décident de faire la même chose sur Google Analytics, peut-être que vous aurez aussi 2 mois pour soit sortir un gros chèque parce que les 15 sites sur lesquels c'est installé, soit du coup, vous anticipez la réflexion. C'est ce qu'on a choisi de faire. On l'a fait fin 2018. Et donc, du coup, au départ, on a effectivement laissé Google Analytics installé et on a installé en plus Matomo. Ce qu'on a constaté, c'est que d'abord, il y a une augmentation de nos stats. Alors, effectivement, c'est peut-être en partie dû à des robots. Certains nous dit aussi que c'était en partie dû au fait que Google ne compte pas les visites de moins de 10 secondes. Je ne suis pas assez précis là-dessus pour vous dire dans quelle mesure ça pourrait changer ce que j'ai observé. Au-delà du chiffre, parce que le chiffre, c'est un truc, effectivement, moi j'ai remarqué à un moment qu'on était passé de, je sais plus, 57 000 visiteurs mensuels à 120 000. Donc, c'est une vraie différence. Mais au-delà de ça, je ne vois pas tout à fait la même chose. Les pages d'actualité, elles ne sont pas de la même manière. Ce que je pensais être la page d'actualité la plus vue n'était pas celle la plus vue sur le marché. Et qu'est-ce qui explique ça? C'est notamment le fait qu'il n'y ait pas de bande de cookies, que du coup, la visite est comptée même sans le bande de cookies, même sans l'acceptation. Ce qui nous a permis, au moment où on a éteint Google Analytics de nos sites, c'était en octobre 2019, de ne plus avoir de bande de cookies. Donc ça aussi, c'est plutôt agréable, c'est que aussi, on met beaucoup de moyens à faire un site qui soit user-friendly, agréable, etc. Et on accueille tout le monde par un gros point de gens, notre vie privée et notre priorité. En fait, pas du tout. On a juste rien à faire et ne pas poser ces questions. C'est une priorité, mais dans un marché. Oui, pour les accueils. Donc, du coup, c'est vrai que aujourd'hui, avec quasiment 2 ans de retour d'expérience, je trouve dans Matomo globalement globalement les mêmes outils et les mêmes KPI que sur Google Analytics. Effectivement, j'ai un problème par rapport à des agences avec lesquelles on travaille qui généralement ne sont pas formées à ces outils-là. Donc, parfois refusent complètement de travailler avec nous en disant non, on ne peut pas former quelqu'un, ça ne sera pas rentable pour nous. Ce qui n'empêche que, je pense quand même pour nous, en tant que collectivité, on a la responsabilité de pousser ce genre de solution. Je retrouve globalement les mêmes indicateurs. Voilà, on peut globalement faire la même chose. Alors, ce qui change chez Matomo, c'est qu'il n'y a justement pas de tracking utilisateur et pas de données personnelles. Donc, je ne sais pas si ce sont des hommes et des femmes, et je ne sais pas si c'est des shopping. Mais à la rigueur, moi, franchement, je me fiche de savoir si c'est des shopping. On n'est pas à un niveau de marketing nous en termes de stratégie des utilisateurs qui nécessite d'avoir ce genre de données. Je ne prononce pas pour d'autres domaines, mais il me semble en tout cas que dans le public, il n'y a aucune difficulté à ne pas avoir ce type de données. Sachant que si j'ai besoin de les trouver, je peux aussi le faire par la publicité. Alors là, quand j'ai besoin spécifiquement de m'adresser aux jeunes parents, je peux aussi pousser des contenus, que ce soit via les réseaux sociaux ou via les outils Google par la publicité, assez compliqué. Et puis, je retrouve globalement les mêmes indicateurs. Maintenant, la seule chose que je ne retrouve pas aujourd'hui, c'est la praticité de Google Data Studio, qui effectivement permet de faire de très jolies présentations et de gagner du temps là-dessus. Je suis à la recherche d'un équivalent libre de Google Data Studio. Une fois qu'on a les doigts dedans, effectivement, on a bien d'aller plus loin, et moi, je vais pas non plus reverser mes données dans Google Data Studio, parce que ça n'aurait pas de sens. Donc là, je suis à la recherche d'une solution libre ou payante, mais peut-être que c'est quelque chose à développer qui me permet de faire des tableaux de bord qui sont un petit peu plus faciles à pratiquer. Mais globalement, pour un usage, moi je passe pas ma vie sur les stats, pour un usage où je regarde régulièrement, plusieurs fois par semaine, quelles sont les pages les plus vues, par degré que comment évolue effectivement la page du mobile, etc. Sur tous ces usages-là, vous avez décrit. Matomo, honnêtement, pour les collectivités, fait très bien le job. Et en plus, contrairement à ce que vous avez dit, c'est gratuit, parce que si vous l'installez sur vos propres serveurs, non seulement vous êtes propriétaire de vos données,
Et effectivement, vous payez Donc, vous hébergez les données chez vous. Alors, c'est une gratuité en privé parce que les serveurs peuvent être électriques. Oui, mais on paye aussi pour une société. Oui, d'accord. Je veux pas, moi, je veux pas m'enfoncer dans le. Enfin, là, on n'aura pas le temps de pour ou anti-électrique. Ça demande un minimum d'investissement côté DSI pour installer le serveur, avoir un espace de stockage suffisant. Et du coup, j'imagine que c'était OK tout à l'heure aussi par rapport à RGPD de veiller à ce que vos données disparaissent ou vous êtes important automatiquement. Du coup, effectivement, la chose, il faut avoir un service informatique qui gère toutes ces questions. Je vous remercie. Je vous propose qu'on arrête là. J'ai entendu cette position sur les côtés, donc je pense qu'on a atteint le signal implicite. Yannick, merci beaucoup encore. Merci à vous. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.